bienvenue sur Europe 1. La famille est devenue une valeur refuge en temps de crise, mais c'est aussi une grande scène théâtrale où chacun joue une partition bien réglée. Jalousie, rivalité, haine, soupçon, rancœur, les intrigues familiales ne manquent pas. Pourquoi les réunions familiales sont-elles souvent une occasion de régler des comptes ? Les familles sans histoire existent-elles vraiment ? Ou est-il impossible d'échapper aux petits règlements de comptes dans l'intimité ? Nicole Prieur a bravé les intempéries pour répondre à toutes vos questions. Bonsoir Nicole Prieur. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur de Petits règlements de comptes en famille, ça donne tout de suite le ton, paru aux éditions Albin Michel, et vous êtes psychanalyste, thérapeute familial, et vous avez également une formation de philosophe. Tout à fait. Alors, si à chaque réunion de famille, vous craignez que l'ambiance ne devienne explosive, si vous avez toujours eu le sentiment que vos parents préféraient votre frère ou votre sœur, si vous êtes le préféré justement de vos parents et ça vous vaut d'être rejeté par vos frères et sœurs, vous pouvez appeler le 39 21. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Si un de vos enfants, aujourd'hui adulte, vous a tourné le dos, vous ne comprenez pas pourquoi, si dans votre famille on vous a collé une étiquette de paresseux, de colérique, d'égoïste dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser, 39 21 pour en parler avec nous. Vous vivez dans une famille recomposée et les enfants de votre conjoint vous rejettent. Vous ne supportez pas le nouveau compagnon de votre mère ou la nouvelle épouse de votre père. Vous vous êtes senti lésé au cours d'un héritage et vous avez décidé de couper les ponts avec vos frères et sœurs. Au contraire, le décès de vos parents vous a rapproché d'un frère ou d'une sœur. Vous êtes celui ou celle sur qui l'on compte dans la famille, mais la réciproque n'est pas vraie. Vous pouvez témoigner au 39 21. Europe 1, Caroline Dublanche. Et vous pouvez aussi, comme chaque soir, réagir par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors Nicole Prieur, je le disais en démarrant cette émission, vous êtes psychanalyste de formation philosophique, mais vous auriez pu être aussi mathématicienne, car en lisant ce livre, je me suis rendu compte que vous faisiez beaucoup référence aux mathématiques. Est-ce que c'est par goût personnel pour cette matière ou parce que on compte beaucoup en famille? Parce que justement, j'ai découvert que l'on comptait beaucoup en famille et que finalement, ces comptes qu'on n'aime pas reconnaître en famille, en général, on dit quand on aime, on ne compte pas. Oui. Et finalement, mon métier de thérapeute m'a montré que plus on aime, plus on compte. Et donc, c'est cette prise de conscience finalement des comptes familiaux qui m'a amené à m'interroger sur l'importance des comptes, justement, en philosophie, en mathématiques. Les philosophes ont toujours dit finalement que la structure du monde était une structure mathématique. Et pour comprendre le monde, il fallait comprendre un petit peu on pouvait le comprendre à travers les mathématiques. Alors, je me suis dit, analysons la famille par justement cet axe qui est en général tabou. Et je me suis rendu compte que finalement, vous voyez, que finalement, les comptes étaient très importants dans une famille. Alors, vous faites justement ce jeu de mots dans votre livre à plusieurs reprises entre les contes et le conte de fées. Les contes. Oui. Alors, pourquoi écoutez, ça ? je me suis amusée. Alors, bon, là, j'ai aussi une démarche très philosophique, à dire qu'avant de réfléchir sur un thème, comme par exemple la notion de compte, au départ, je voulais travailler sur qu'est-ce qu'on se doit en famille, les dons, les dettes, les loyautés, qui représentent finalement ce que l'on compte. On en parlera un petit peu. Oui, qu'est-ce que l'on compte, développer, bien sûr. Voilà. Donc, ce que l'on compte, et donc la démarche philosophique nous amène toujours à aller rechercher l'étymologie d'un terme. Et je me suis rendu compte que C-O-M-P-T-E-S, donc le verbe compter, mathématiques, etc., avait la même étymologie que la notion de raconter, compter. Et je me suis dit, c'est formidable, parce qu'en famille, finalement, ces contes-là qui ressortent, comme vous le dites, qui ressortent dans les réunions de famille, dans les dîners, dans les fêtes de famille, etc., ce sont tous ces contentieux-là qui remontent. Finalement, ce ne sont que des contes, C-O-N-T
C-O-N-T-E-S, c'est-à-dire des contes qu'on peut se raconter autrement. C'est-à-dire que ce qui nous empoisonne la vie quelquefois, le sentiment de ne pas être suffisamment aimé, le sentiment de ne pas être suffisamment regardé, donc c'est ça qu'on compte, hein, tout cela que l'on compte, finalement on peut se le raconter autrement et on peut avoir un autre regard sur ces contes familiaux, ces contentieux familiaux. C'est très juste parce que quand on entend parler des membres d'une même famille, des frères et sœurs, on a l'impression qu'ils ne parlent pas de la même famille. Tout à fait. Alors là, ça se réfère à quelque chose de tout à fait particulier et qu'on travaille bien finalement en psychologie. C'est qu'un même événement vécu, donc un même événement objectif, je veux dire un même repas, un même dîner, ne va pas être vécu, ressenti, éprouvé de la même manière par les différents membres de la famille et surtout par les différents membres de la fratrie. Chacun va recevoir ce qui se dit, ce qui se donne, ce qui se voit un petit peu par le regard aussi, les gestes des uns et des autres. Chacun va le recevoir à travers ses attentes, qui sont tout à fait personnelles, à travers sa grille de lecture, à travers finalement sa personnalité. Donc, quand vous prenez des frères et des sœurs et qu'ils se rappellent finalement leur enfance, personne ne raconte les mêmes événements avec la même tonalité finalement. Justement, vous parlez des dîners, des réunions de famille. Pourquoi ces fêtes de famille tombent-elles souvent au règlement de compte? On les attend, on les espère, et puis on les appréhende un petit peu aussi. Oui, tout à fait. Alors on parle pas, parce qu'on est un petit peu loin là des fêtes de Noël, mais je dois vous dire que mes patients me parlent de Noël dès le mois d'octobre. Avec qu'est-ce que je vais recevoir comme invitation, enfin, qu'est-ce que je vais accepter comme invitation, si c'est chez moi que ça se passe, comment je vais recevoir ma belle-mère, ma belle-sœur, mon demi-frère, etc. Ce sont des questions vraiment que l'on se pose très tôt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les fêtes de famille, comme vous dites, on les attend. Oui. On les attend parce que, vous l'avez dit aussi au début, la famille, on l'idéalise beaucoup. On attend qu'elle soit le cocon, on attend qu'elle soit ce lieu où il suffit de s'aimer pour que tout se passe bien. On attend finalement que notre mère, qui n'a jamais fait attention à nous, finalement maintenant, aujourd'hui, exceptionnellement, ait changé, etc. Donc, on a des attentes qui finalement idéalisent la famille, qui aussi amplifie un petit peu nos désirs, et quand on rencontre notre famille réelle, notre famille qui finalement n'a pas tant changé que cela, on est fortement déçu. Est-ce qu'on l'idéalise, pardonnez-moi de vous interrompre, d'autant plus que notre famille réelle n'est pas à la hauteur de nos attentes? Tout à fait. Plus on attend, pour ça que une des choses à laquelle il faudra finalement se préparer, c'est attendre de moins en moins de choses. Mais plus on attend que la famille vienne, et c'est là où les contes sont aussi quelque part enregistrés dans notre calculette inconsciente, plus on attend que la famille vienne nous apporter ce que l'on n'a pas reçu quand on était jeune, et que l'on continue à attendre, tant que l'on continue à attendre des choses qui ne sont pas venues et qu'on n'a pas fait le chemin qui nous amène à dire mais ce qui n'est pas venu n'adviendra pas. Donc on commence à ce moment-là à accepter l'idée que notre famille sera comme elle est. Tant qu'on n'a pas fait ce chemin-là, les attentes renvoient finalement à nos souffrances d'enfants qui sont toujours là. C'est pourtant, on voit des adultes continuer à demander des comptes à leurs parents. Oui, de façon très insistante et parfois très agressive. Oui, alors c'est là où qu'est-ce qui se passe justement quand on retourne dans sa famille pour une fête de famille, etc. C'est-à-dire que les souffrances... Alors, il y a une phrase de Winnicott, qui est le premier psychanalyste anglais qui a institué finalement les thérapies d'enfants, qui a une phrase, je pense, qui d'une façon très courte dit les choses. La souffrance vient de ce qui n'est pas advenu. C'est-à-dire que ce que l'on n'a pas reçu, c'est-à-dire que ce qui nous a manqué, ce que l'on en a attendu, peut-être, j'ai envie de dire d'une façon légitime, j'attendais peut-être quelque chose légitimement de ma mère, de mon père, etc. Ce qui n'est pas advenu pèse très lourd dans notre calculette inconsciente. C'est-à-dire, c'est ça qui gêne. C'est pas tellement ce qui se passe finalement dans une famille, c'est toute cette masse d'attentes et qui ne vient pas.
Et le fait que ça ne vienne pas, ces absences, ces manques, etc., sont terriblement douloureux. Mais comment se fait-il qu'on comptabilise justement plus ce qui nous a manqué que ce que l'on a reçu? Et oui, parce que ce que l'on a reçu, c'est excessivement complexe. Alors, c'est ça où les comptes, c'est ici où on touche la spécificité des comptes familiaux. Oui. C'est-à-dire que dans une famille, on ne sait pas toujours ce que l'on reçoit. Il y a des dons, des dettes, en fait des dons très 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 importants. On reçoit beaucoup d'une famille. On ne reçoit pas ce que l'on attend. C'est ça un petit peu. Oui, le problème est là. Voilà, parfois. c'est ça. Oui. Mais on ne reçoit pas ce que l'on attend, mais on reçoit quand même beaucoup. On reçoit la vie, on reçoit, j'ai envie de dire, on reçoit des modèles un petit peu d'éducation, on reçoit des valeurs plus ou moins structurées, mais on reçoit de l'affection, on reçoit des regards, on reçoit la névrose de notre famille aussi, il n'y a pas de doute. On reçoit du bon et du mauvais. Mais on a du mal à évaluer ce que l'on reçoit. On a du mal parce que ce qui s'échange dans une famille, finalement, c'est de l'impalpable. Une mère qui est aimante peut très bien être proche de son enfant, mais l'enfant ne pas ressentir cet amour-là parce qu'il n'est pas donné comme il aurait voulu qu'elle le donne. Donc il y a toujours des incohérences finalement. Une mère va peut-être prendre son enfant dans les bras, lui attendait autre chose, il attendait un compliment. Donc il va avoir le sentiment qu'il n'a pas reçu, alors que la mère de son côté aura le sentiment de l'avoir suffisamment pouponné, couconné, etc. C'est difficile d'être parent, on a l'impression, oui, à vous entendre, on est toujours à côté de la plaque. Ah, on est finalement. souvent à côté de la plaque. C'est Mais pour il ne faut ça pas se qu'on décourager pour autant. C'est pour ça qu'on entend souvent les enfants parler d'injustice, même des enfants adultes. On dit souvent il y a eu un sentiment d'injustice. Et les parents, eux, parlent d'ingratitude. C'est quand Tout même à fait. quelque chose d'assez répandu quand on parle des Tout à familles. fait. Alors justement, pour parler un petit peu de cette incohérence entre parents et enfants, entre attentes et ce que l'on reçoit et dont, finalement, c'est vrai que ce qui se passe, moi ce que j'ai pu observer, c'est que les parents, en règle générale, au moins quand les enfants sont petits, donnent sans compter à des enfants qui comptent ce qu'ils n'ont pas reçu. Donc finalement... C'est une belle formule, ça résume bien le malaise. Donc finalement, on a toujours des contentieux. Ouais, Mais ouais. la question, c'est de savoir ce qu'on va en faire de ces contentieux-là. Mais quels sont quand même, puisque là c'est ce qu'on rencontre dans beaucoup de familles, mais vous en tant que thérapeute familial, quelles sont les souffrances les plus fréquemment rencontrées dans cette dynamique familiale? Qu'est-ce qui fait qu'on vient quand même parler, qu'on vient consulter parce qu'on a une véritable souffrance? Oui. Alors, ce que je constate, c'est qu'en fait, surtout dans la génération des jeunes enfants, des adolescents, ce n'est pas forcément un sentiment de manque d'amour. Dans les générations actuelles, on se sent suffisamment aimé. Mais ce qui est lourd, ce qui est douloureux, c'est qu'on a le sentiment qu'on n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu, c'est différent si vous voulez. On n'est pas reconnu dans son identité, on n'est pas reconnu pour ce que l'on est et on n'est pas, j'ai envie de dire, soutenu dans ce que l'on est. C'est-à-dire qu'en général, notre identité se construit à travers des doutes. Et on attend que le père, la mère reconnaissent nos qualités. Et c'est dans ce regard-là que le parent, dans ce regard positif que le parent va nous porter sur nous-mêmes, que l'on va construire notre bonne image de nous-mêmes. Et en fait, c'est là où il y a souvent une défaillance. C'est que les jeunes adultes, les jeunes enfants ont le sentiment de ne jamais être à la hauteur par rapport aux parents, de ne jamais répondre aux exigences finalement des parents. Et d'autant plus que l'enfant compte énormément aujourd'hui. Il y en a moins déjà, les parents en font moins. Est-ce que du coup les attentes sont d'autant plus grandes et lourdes pour l'enfant? Et non seulement il y a moins d'enfants, donc c'est centralisé sur ces attentes-là. Alors si vous voulez, je crois qu'effectivement les parents ont du mal aussi à franchir le pas, et ça peut se comprendre, d'oublier un petit peu l'enfant idéal qu'ils attendaient. Je veux dire, quand on est parent, surtout quand parents du premier, de l'aîné, s'il y en a d'autres, on a toujours cette attente, on a rêvé notre enfant. Et en même temps, on a besoin de rêver notre enfant parce que s'il n'est pas rêvé, il ne se construit pas. Mais en même temps, ce rêve-là de notre enfant projeté sur lui, ça crée des carcans un petit peu difficiles. Donc toute l'alchimie finalement de la relation, c'est à la fois en tant que parent rêver notre enfant, avoir des projets, des projections pour lui, mais
en même temps accepter qu'il ne va pas rentrer dans nos demandes. Et finalement, c'est toujours quelque chose en mouvement. C'est accepter l'enfant tel qu'il est, alors même qu'il sort de nos projets. Et donc, c'est tout ce travail-là, finalement, permanent de réajustement qui me semble pouvoir construire un lien structurant. Donc, les parents ont des exigences parce qu'effectivement, l'époque est quand même très exigeante aussi. L'école demande déjà des performances très tôt, parce que souvent les parents, les mères ont galéré pour avoir un enfant. C'est quand même, il y a des processus d'infertilité de plus en plus grands. Donc finalement, une mère qui a galéré, un couple qui a galéré pendant plusieurs années, attend et idéalise encore plus cet enfant-là. Donc du côté du parent, il faut commencer à renoncer à cet enfant idéal, accepter l'enfant tel qu'il est, et du côté de l'enfant, il y a aussi à accepter que la mère nous portera, nous regardera comme elle peut nous regarder, point. On marque une petite pause et on vous retrouve tout de suite dans quelques instants. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Petit règlement de compte en famille, on en parle ce soir avec Nicole Prieur, qui est l'auteur du livre du même nom, paru chez Albin Michel. Alors justement, vous dites, là, il y a une évolution aussi de la famille, parce qu'actuellement, il y a quand même une idéologie très, très ancrée, selon laquelle la famille est le lieu du bonheur, de l'épanouissement personnel. Enfin, il y a un repli un peu sur la famille, avec ces jeunes gens d'ailleurs qui souvent restent tard. On a eu le film Tanguy, mais restent de plus en plus tard au sein de leur famille. Là où avant, dans les années 70, au contraire, il fallait quitter la famille. C'était vraiment, au contraire, s'émanciper. C'était pas là où on pouvait s'épanouir. Qu'est-ce que vous pensez de cette idéologie selon laquelle la famille, c'est vraiment le lieu de l'épanouissement personnel? Elle m'effraie. Parce que justement, plus on crée, on l'a vu un petit peu là, plus on crée des attentes, plus on attend finalement que notre famille ressemble à cette famille idéale, plus on est déçu et plus on est malheureux. Et du coup, ça culpabilise les parents, parce que ils n'arriveront pas à être, malgré l'amour, je veux dire, l'amour ne suffit pas en famille. L'amour, la bonne volonté, les bons sentiments, quelquefois, détruisent encore plus un enfant. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de recette miracle. Donc, finalement, plus on attend de notre famille qu'elle soit ce cocon, qu'elle soit ce lieu où il suffit de s'aimer pour s'entendre et pour se comprendre, plus on va être déçu et plus on va porter de la culpabilité en tant que parent. Quand, par exemple, on retrouve la même chose au niveau des relations fraternelles. Les relations fraternelles, inévitablement, inévitablement portent de la rivalité. Donc, si on attend que nos enfants s'entendent comme ça d'un coup de baguette magique, c'est impossible. Alors, c'est important, ça, ce que vous dites, que justement, les bons sentiments ne suffisent pas et peuvent même détruire un enfant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est parce que, si vous voulez, on a souvent dit, finalement, il suffit d'aimer un enfant, ou avec ou grâce à l'amour, on va réussir tout. Non, on peut mal aimer un enfant, on peut, parce qu'on l'aime, on peut ne pas suffisamment lui laisser de sphère d'individualité, de sphère d'autonomie, on peut le surprotéger. Donc l'amour d'un parent peut être quelque chose de destructeur. Et il faut se poser la question, jusqu'où aimer? Et c'est pour ça que la notion de compte est intéressante. Parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une relation parent-enfant, jusqu'où donner? Parce que ce don-là, qu'on a aussi mythifié, bien sûr, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, on donne beaucoup dans une famille. Mais il y a un moment donné où on a à se poser la question jusqu'où donner. Parce qu'on enferme l'autre, finalement, à force de donner. Le don crée des dettes qui créent des loyautés. Donc, on enferme un enfant. Vous parliez des Tanguy. Moi, ce que je constate, c'est que la génération de certains jeunes adultes qui ne quittent pas leurs parents, ce ne sont pas toujours des adultes qui ont peur de se lancer dans la vie, ce ne sont pas toujours des adultes qui ont peur d'être indépendants et autonomes, ce sont des adultes qui prennent tellement soin de leurs parents qu'ils ont peur que, en partant, eux, les parents s'effondrent. Donc finalement, c'est par ce que j'appelle la loyauté. Du coup, si je pars, je sens, et c'est un phénomène qui ne fait qu'augmenter depuis une dizaine d'années, si je pars, moi, que va devenir ma mère ?
qui a par exemple vécu un divorce? Que va devenir le couple de mes parents qui tiennent moyennement? Donc, si vous voulez, donc on s'arrange entre guillemets inconsciemment pour rester là, parce que du coup, on sait, on se pose on est loyal dans cette position de bon fils, soi-disant bon fils, qui doit être là pour soutenir, et finalement, qui est là pour soutenir la famille. Et ce n'est pas le rôle d'un enfant. C'est juste parce que il y a des enfants qui véritablement font tenir le couple. Tout à fait. Un couple qui ne va pas très bien et qui tourne autour des enfants, et si l'enfant n'est plus là, le couple peut s'effondrer. Tout à fait. Ou même des parents, ou un des parents seul, rester seul. Et c'est pour ça que quand on parle de notion de loyauté, etc., ou par exemple, moi, ce que je peux avoir en mémoire, ce sont des jeunes adultes, hommes ou femmes, qui restent auprès de leur mère. Oui, sans trop de projets, voilà, personnels. Sans trop de projets personnels, parce que ils savent que cette femme s'est beaucoup débrouillée, a donné beaucoup d'elle-même pour l'éduquer, parce qu'elle elle a dû se débrouiller toute seule, etc. Elle a donné beaucoup d'elle-même, donc il se sent excessivement redevable. Alors, je pense que là aussi, la notion de compte, c'est jusqu'où donner à l'autre pour ne pas l'enfermer. Qu'est-ce qui est bon de donner à l'autre pour que l'autre se reconnaisse dans ce qu'on lui donne? Parce que si on donne à côté, ce n'est pas non plus bon. Et finalement, la grande question aussi par laquelle on devient adulte, c'est qu'est-ce que je dois à ma mère, à mon père, qu'est-ce que je leur dois réellement? Et finalement, qu'est-ce que je vais faire de mes loyautés? Qu'est-ce que je vais faire de mes dettes? Je vous propose qu'on accueille Frédéric, qui est avec nous au 3921. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Caroline. Alors vous êtes l'aîné de 4 enfants. Oui, voilà. Et jumeaux. Voilà, monozygote, je préfère préciser. D'accord. Et c'est tout ce que je partage en fait, les mêmes chromosomes. Et c'est pour ça que vous précisez, pour autant vous ne vous sentez pas proche de ce frère? Non, même au contraire, on était catalogués frères destructeurs, jumeaux destructeurs. Mais qui on parlait de vous en ces termes-là? Oui, ça allait de... Je vais vous raconter un souvenir. Ça allait de... J'avais une grande peluche. Oui. Et mon frère jumeau la voulait, donc il m'a poussé dans les escaliers pour la voir. Comment ont réagi vos parents? Ils l'ont puni, mais comme je dis toujours, ma mère l'a fait comprendre que c'était pas bien, et mon père, c'était le bras armé de ma mère. C'est lui qui a frappé mon frère, pour dire que c'était pas bien. Quand vous voulez dire le bras armé de votre mère, vos parents s'entendaient mal ou qu'est-ce qui se passait? Non, ils s'entendaient très bien, justement. C'est-à-dire que, comme c'était pas la première fois qu'il m'avait fait du mal, mon père a sévi, en fait. Mon père, c'était le bras armé de ma mère, c'est-à-dire que c'est mon père qui frappait pour ma mère, D'accord. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez quel âge, Frédéric? J'ai 29 ans. D'accord. Et vous ne vous êtes pas rapproché de ce frère? Vous voyez quand même assez régulièrement ou pas? On se voit, donc lui a été hospitalisé suite à une pseudo-dépression, mais on l'a catalogué problème de comportement, en fait. Sans trop rentrer dans les détails, Oui. Et après, justement, il est retourné chez mes parents parce que comme il allait pas bien, donc c'est mes parents qui devaient le gérer. Alors, Nicole Prieur, là, Frédéric nous parle vraiment d'un problème central, la rivalité entre frères et sœurs, la rivalité entre jumeaux, mais elle a peut-être certainement quelque chose de particulier d'ailleurs, mais au-delà, dans ces rivalités-là, c'est difficile pour les parents de voir les enfants se disputer. Alors, est-ce qu'il faut intervenir ou pas dans les disputes? Il faut intervenir. À un moment donné, il faut intervenir. Alors, c'est vrai que le cas dont parle, Frédéric nous parle de son frère jumeau, et c'est vrai que l'on y voit là une scène finalement qui est fréquente dans toutes les fratries. Et c'est vrai qu'on ne s'y attend pas dans les jumeaux, mais ce que je constate effectivement, puisque maintenant il y a de plus en plus de jumeaux dans les différentes fratries, c'est qu'on y retrouve tout à fait la même rivalité. Et au départ, là, si on doit développer un petit peu pourquoi il y a cette rivalité dans la relation fraternelle, c'est qu'il faut bien prendre conscience que entre un frère et une sœur, entre deux frères, entre deux sœurs, finalement, l'autre est un gêneur.
C'est-à-dire que la présence de l'autre est vécue par un enfant comme une perte. Et par exemple, l'aîné d'une fratrie de 2 enfants avec un écart de quelques années, on va l'expliquer déjà comme ça, va voir cet aîné-là. Tant qu'il était seul, il était au centre du regard de la famille. Et on a vu tout à l'heure que le regard familial était le regard dans lequel l'enfant va se construire. À partir du moment où il y a un autre bébé qui arrive, l'autre bébé va être regardé. Donc il y a une perte énorme pour l'enfant, pour l'aîné. Le regard des parents se déplaçant vers le second, l'enfant a le sentiment de ne plus exister. Donc ça va... À ce point-là, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des angoisses comme ça vraiment existentielles d'anéantissement. D'anéantissement. Il y a vraiment, est-ce que je vais continuer à exister pour mon père, pour ma mère, etc. C'est ce qui se passe quand il y a une différence d'1, 2, 3, 4 ans, etc. Dans les jumeaux, il y a cette angoisse-là, parce qu'en fait, quand on est parent de jumeaux, on ne sait pas toujours, on est toujours obligé de se partager, se départager. Donc, dans la gémellité, l'enfant ne connaît pas cette exclusivité qu'un enfant peut connaître dans une autre forme de fratrie. Donc il y a quelque part dans la relation fraternelle, quelle que soit sa forme, il y a vraiment une place pour l'existence finalement. C'est au-delà. Mais alors quel rôle peuvent jouer les parents dans la constitution d'une fratrie justement, parce que vous dites qu'il y a des angoisses très très fortes à la naissance d'un frère ou d'une sœur. Comment les parents peuvent intervenir pour apaiser un peu ça? Alors, c'est là où aussi, quand on parlait d'amour tout à l'heure, je veux dire, c'est là où les enfants que je reçois, qui vivent et qui sont malheureux et qui souffrent finalement de ce sentiment de ne pas pouvoir exister auprès des parents, les enfants disent bien, on sait que notre mère ou notre père nous aime de la même manière. Ce n'est pas donc, il ne suffit pas de dire à un parent. Frédéric. Oui. Oui. Depuis tout ce que vous dites depuis le début, Vous reconnaissez? Je me reconnais, oui, parce que après j'ai eu un autre frère et une petite sœur. J'ai 10 ans d'écart avec elle, donc en fait, oui, la petite sœur était la chouchou de ma mère, donc. Oui, je reconnais. Moi, je me disais au fond de moi, mais il m'aime, et même pas de la même façon que ma petite sœur, quoi. Mais il m'aime, quoi. Mais peut-on vraiment aimer ses enfants de la même manière, d'ailleurs? Non. Alors là aussi, c'est un mythe, si vous voulez. Oui. Je pense que, justement, pour répondre, c'est la question, on va finalement répondre en même temps à la question aussi précédente. Je veux dire que, en tant que parent, je pense qu'il y a, en tant que parent d'une fratrie, quelle que soit la forme de la fratrie, je pense que la clé, c'est de reconnaître vraiment chaque enfant dans ce qu'il a de particulier, de singulier, de différent de l'autre. Donc, on n'aime pas nos enfants de la même manière. On ne les aime pas parce qu'ils représentent chacun quelque chose de différent. Ils vont, si je suis mère, si j'ai une fille, si je suis une fille aînée et que j'ai une fille aînée, elle va évoquer en moi, elle va faire ressurgir un certain nombre de choses de ma propre place dans la fratrie. Donc, les enfants vont réveiller en nous, ils n'arrivent pas au même moment de l'histoire de notre couple, dans l'histoire de notre vie professionnelle. Donc, ils vont réveiller en nous des choses à chaque fois différentes. Donc, les aimer différemment, ça ne veut pas dire les aimer plus ou moins. Je veux dire, faire des différences, c'est pas faire des préférences. Non, c'est ça, faire des préférences. Ouais. Mais du coup, si on reconnaît les enfants en tant que tels, dans leurs différences, même parmi les jumeaux, toi tu es plus espiègle, mais par contre ton frère est plus ordonné, mais tu sais, et si on présente l'avantage de ces différences, c'est-à-dire en montrant qu'elles sont complémentaires. Toi, tu es esplègue, mais si on doit trouver une règle chez toi ou un jeu impossible, tandis que ton frère, il est peut-être casse-pied parce qu'il te demande de ranger la chambre, mais en même temps, on arrive à trouver le ballon qu'il nous faut pour jouer, etc. Donc, si on présente... En valorisant. Voilà, la différence dans ce qu'elles ont de complémentaire, je pense qu'on fait déjà une grande chose. C'était pas le cas pour vous, Frédéric? C'est-à-dire, les jumeaux, souvent, on n'arrête pas de les comparer, malheureusement. Oui, est-ce que c'était fréquent comme ça, mais est-ce qu'on valorisait vos qualités? Moi, je pense que c'est ça, parce que quand j'étais petit, on
on nous a séparés tout de suite à l'école en fait déjà, parce que on supportait pas de nous déjà quand on m'appelait Franck, moi je supportais pas, j'ai envoyé tout balader en fait. Et mon frère vice versa, on supportait pas qu'on nous appelle Frédéric, qui m'appelait Frédéric à la place de Franck. Oui, ben là c'est difficile de se sentir reconnu, pour reprendre ce que vous disiez quand on est pris pour un autre. Mais vous parliez vous disiez aussi au Standard, je crois que l'un de vous était le chouchou de votre père et l'autre de votre mère. C'est mon petit frère, le troisième. D'accord. Le troisième, il est parfait pour mon père, quoi. C'est le modèle parfait. Il fait du sport. Il a fait du sport en compétition et tout ça. Il aide à faire les travaux ménagers, tout ça, tondre la pelouse et tout. Et quelle relation avez-vous avec ce petit frère aujourd'hui ? Maintenant, ça se passe mieux parce qu'on a tous les deux pris la distance envers la famille et ça se passe beaucoup mieux, quoi. La position de préféré, parce qu'il y a quand même, il faut bien le dire, malgré tout, des parents qui font des préférences et où c'est clairement visible. Est-ce que c'est enviable d'être le préféré ? Non, parce que en tous les cas, quand je rencontre des adultes qui ont été dans cette position de chouchou ou de préféré, c'est souvent une position qui génère beaucoup de culpabilité. Parce qu'effectivement, on sent, alors d'une part parce qu'on sent qu'effectivement on a été mis à une place qui finalement nous isole de la fratrie. Si je suis séparée quelque part de ma fratrie, parce que je suis le chouchou, je suis un petit peu à part, donc je n'appartiens pas à la génération des parents, je n'appartiens pas beaucoup finalement à la fratrie, au sous-système de la fratrie, donc je ne sais pas tellement me situer. Donc ça génère de la culpabilité quand on est adulte. Et puis surtout, à travers ce que nous dit Frédéric, on le sent bien, si on est le chouchou, c'est qu'en fait, il y a aussi de l'inconscient qui se joue dans cette relation fraternelle. C'est-à-dire qu'au niveau des frères et sœurs, qu'il y ait cette rivalité parce qu'on a besoin de se sentir exister, de se sentir reconnaître, j'ai envie de dire, c'est comme ça que la fratrie va se constituer en dépassant cela. C'est-à-dire que l'aîné doit accepter de faire une place à l'autre et le cadet, ou dans les jumeaux c'est pareil, doit avoir le droit d'exister. Donc il y a des enjeux différents. Alors votre livre est formidable pour ça parce que vous abordez des questions complexes et de façon très très claire, très limpide comme ici là en ce moment, mais vous faites référence à des grandes figures aussi mythiques et notamment dans les relations frères-sœurs et la rivalité. Vous parlez d'Abel et Caïn. Et oui, on n'en est pas sorti. Mais non, ça continue, si ce n'est que ça se termine pas toujours aussi mal. Non, exactement. Oui. Mais vous précisez bien que dans cette histoire, les parents sont singulièrement absents. Oui, c'est ça. Et donc justement, Abel et Caïn, si vous voulez, à chaque fois que je rencontre des jeunes enfants, mais même des adultes qui souffrent de cette rivalité, je m'aperçois à quel point cette idée, ce mythe-là d'Abel et Caïn est complètement actuel. C'est-à-dire que effectivement, si on se rappelle, ce sont deux frères qui veulent offrir quelque chose à Dieu, qui est la figure paternelle, on peut dire. Et Dieu accepte l'offrande de l'un et ne regarde même pas l'offrande de Caïn. Donc Caïn est dépité. Et la première expression de souffrance dans la Bible, ça ne vient pas quand Ève et Adam sont exclus du paradis. Il n'y a pas d'expression de souffrance. Ils se regardent, ils sont étonnés, ils comprennent rien, mais ils ne souffrent pas. La première expression de souffrance est là. Caïn est dépité. Caïn souffre parce que effectivement la figure parentale, si on peut dire, ne l'a pas regardé, a considéré l'autre frère et pas lui. Alors Caïn il y a une phrase très courte, Caïn appelle son frère, le frère ne répond pas, et du coup, comme il y a un dialogue impossible, Caïn va se jeter sur Abel et va le tuer. Et par contre, quand vous disiez est-ce qu'il faut que le parent intervienne, oui, alors, il vaut mieux intervenir avant qu'il y ait meurtre, avant qu'il y ait fratricide, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu qui fait semblant de n'avoir rien vu, alors qu'il est censé avoir vu, tout voir, quand même il est censé tout voir, et il aurait pu interdire peut-être le geste, mais enfin, Dieu dit, qu'as-tu fait de ton frère ? Et Caïn dit, mais moi, mon frère, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, mais j'en ai rien à faire, absolument rien à faire. Et Dieu commence à le punir, et lui dit, tu vas errer à travers le monde, etc. Et c'est à partir du moment qu'il y a une punition, donc il y a une sanction, que Caïn va prendre conscience de son geste.
Donc oui, c'est terrible ce que j'ai fait. À partir de ce moment-là. Et même c'est lui qui va avoir peur, qui va dire mais les autres vont me tuer quand ils vont savoir ce que j'ai fait. Et Dieu a dit non, puisque tu as reconnu ta faute, là on est encore dans le processus de reconnaissance, puisque tu as reconnu ta faute, je te protégerai. Donc, et ensuite Caïn va avoir une dynastie d'artistes, enfin je veux dire, il s'en sort plutôt bien. Il s'en sort bien et on peut dépasser la rivalité. C'est-à-dire que effectivement, quand il y a une rivalité très forte, souvent il y a une position parentale qui n'est pas tout à fait juste. Et parce que l'inconscient vient nous jouer des tours là. J'allais vous demander justement, Frédéric, est-ce que cette rivalité a été un atout pour vous dans votre vie? C'est-à-dire, est-ce que ça vous a permis de vous dépasser aujourd'hui dans votre vie d'adulte? Oui, parce que maintenant, je suis plus fort pour ça. Parce que comme j'expliquais, j'ai eu une dépression, donc ça m'a... là, je suis suivi par un psychologue et tout ça, donc ça m'a permis d'étudier le processus justement de pourquoi j'en voulais à mon frère, j'en voulais à mes parents et j'en voulais à tout le monde. Donc maintenant, je suis sorti plus fort justement. Je le vois d'un autre œil, mon frère. Et je le vois plus comme mon frère jumeau, je le vois comme l'autre quoi en fait, comme mon frère monozygote. Mais le problème, c'est que oui, vous le voyez comme autre déjà, différent, c'est important. Et lui, il avait un terme qui m'a fait toujours, qui m'a fait bondir, c'est que je suis sa banque d'organes, quoi, en fait. C'est terrible, mais votre frère souffre d'une maladie. Oui, mais il a toujours sorti ça, que j'étais sa banque d'organes, de toute manière. Oui. Donc, c'est vrai que comme je sais qu'il est malade, je lui pardonne plein de choses, mais il y a des choses que je lui pardonnerai pas parce que je sais que c'est mon frère jumeau, mais... En même temps, c'est vous qui pouvez le sauver, peut-être à travers des greffes ou des choses de ce type. C'est peut-être aussi, c'est pas forcément négatif. Oui. Mais même si c'est dit de façon assez crue. C'est dit, il est assez manipulateur, donc oui, c'est dit de façon assez crue. Oui. Mais comme je lui ai dit, ça se trouve, on n'est pas compatibles non plus, donc. Oui, dans ce que vous dites, ça dépend si on l'entend au sens propre ou au sens figuré. Parlant, oui, j'ai bien compris, Frédéric. Voilà. Donc voilà, mais par contre, avec mon autre frère et mon autre sœur, ça se passe très bien, j'ai pas de problème. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites, Frédéric, et je pense que c'est important de le souligner, c'est que des difficultés que l'on peut connaître dans son enfance, donc des souffrances que l'on peut connaître dans sa famille, ne nous encombrent pas toute une vie. Et heureusement, on peut les dépasser, on peut les transcender, et on peut finalement de vivre d'une façon épanouie et se réaliser un petit peu en dehors de la famille, et du coup voir sa famille sous un autre angle. Et je pense que ça, c'est important. Si je peux dire quelque chose, ça permet de nous rendre plus forts, justement. Oui, c'est ce que vous avez dit, par rapport au monde extérieur. De gérer, enfin moi je dis, j'ai des amis maintenant, je les choisis, et je sais très bien que ces amis-là m'apporteront plus que mon frère jumeau. J'ai un meilleur ami depuis 5 ans, j'ai des amis depuis 2 ou 3 ans. Oui, ce sont vos frères de cœur, ceux-là. Mais merci beaucoup, Frédéric, pour ce témoignage. Merci. Je vous remercie, Caroline, et puis continuez longtemps comme ça me fait du bien de vous entendre. Merci, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Au revoir, Frédéric. Au revoir. Alors ce soir, nous parlons de la famille dans tous ses états avec mon invité, Nicole Prieur, qui est psychanalyste et thérapeute familiale et l'auteur de Petits règlements de compte en famille aux éditions Albin Michel. J'ai envie de vous demander, Nicole Prieur, pourquoi on a le sentiment de régresser lorsqu'on est en famille? Est-ce que c'est inévitable? Quel que soit l'âge que l'on a, on a l'impression d'être pris pour un gamin ou une gamine. Toujours. Ah bon, d'accord. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Je veux dire, du côté aussi bien des adultes, enfin des parents, que du côté de notre position d'enfant, les régressions s'expliquent. D'une part, du côté dans notre position d'enfant, j'ai envie de dire, l'inconscient n'a pas ne mesure pas le temps. C'est-à-dire que si je suis depuis mon enfance avec ce sentiment de ne pas être regardée, avec le sentiment que finalement je compte pour du beurre, etc., je retournerai chez ma mère
mère à 40 ans, à 50 ans, si je n'ai pas réfléchi là-dessus, ce sentiment-là, bing, va revenir régulièrement à notre conscience, etc. Ça, c'est du côté de nous en tant que position d'enfant. Oui. Et souvent, c'est même répété, parce que du coup, on a l'impression que quand on devient parent nous-mêmes, que les cadeaux que notre mère offre à notre fils ou à notre fille sont aussi ridicules que ceux qu'elle nous offrait à nous. Donc, on a le sentiment vraiment que ça se répète. Donc, c'est encore une fois, on l'avait vu tout à l'heure, c'est une façon de voir les choses. On peut les voir autrement, heureusement. Et du côté du parent, le parent, c'est clair, ne voit pas son enfant grandir. De toutes les manières, même à 40 ans, 50 ans, il aura tendance, où il faudra vraiment se tenir les mains, il aura tendance à dire mets-toi un cache-nez, tu devrais aller te faire couper les cheveux, etc. Ouais, il faut un effort énorme. Oui. Pour ne rien pour dire. ne rien dire. Donc spontanément, on aurait envie. Alors c'est pour ça que c'est pareil, la même chose. On a l'impression qu'on nous a collé une étiquette et qu'on n'arrive pas à en sortir. C'est-à-dire des gens de colériques ou de capricieuses, enfin des choses qui peut-être correspondaient quand on était enfant, Oui. mais plus aujourd'hui. Non. Mais alors, je crois que là, il faut accepter. Alors, je pense que, oui, justement, oui. Il faut en rire, il faut essayer. Ah, tout à fait. Ça fait partie des choses qui finalement, ok, on est le, je ne sais quoi, de la famille, on a cette éthique. Ok, il faut en rire. Il faut même réussir à en faire un jeu. Tiens, finalement, ma mère, c'est au bout de 10 minutes, alors que qu'elle m'a sorti ça. Alors que la dernière fois, elle était plus performante, c'était au bout de 8 minutes. Donc, il faut en rire parce que il y a des choses qui ne changeront pas en famille. Et on peut quand même être bien, même si certaines choses ne changent pas. Il y a des choses qu'il faut accepter. Bonsoir Daniel. Oui, Bonsoir. bonsoir. Vous êtes à l'antenne, il faudrait que vous parliez un petit peu plus fort parce qu'on vous entend pas bien. Oui. Voilà. Alors, vous voulez nous parler de votre frère qui est veuf depuis 2 ans. Oui, mon frère est veuf depuis 2 ans, a retrouvé une amie. Oui. Et puis, tout à fait par hasard, même pas sur Internet. Et il a 62 ans et mon frère est amoureux. Voilà. Bon. Oui. Il n'y a pas d'âge pour ça. Non, il n'y a pas d'âge pour ça. Simplement, ces 2 filles, il a 2 filles. Oui. Et ces 2 filles n'acceptent pas ce qui s'est passé. Elles ont fait des recherches sur des comptes complètement aberrants, des choses qui n'auraient pas dû se faire. Alors elle n'accepte pas, c'est-à-dire elle n'accepte pas la présence de cette femme dans la vie de leur père. Quel âge ont vos nièces? Dont elles sont plus jeunes que mon fils, 36, 35 ans, voilà. Voilà. Elles n'acceptent pas, absolument pas. Qu'est-ce qu'elles en disent? Elles ne veulent pas que cette femme prenne la place de leur mère? Ah non, pas du tout. Elles n'ont pas accepté le deuil de leur mère. Il faut dire que c'est difficile, hein. C'est douloureux, oui. Et oui, et elles n'ont pas du tout accepté la place de leur mère et elles en veulent. Et donc, mon frère a fait des efforts au niveau de des choses, a fait énormément de choses pour leurs enfants quand ils étaient tous les deux. Et comment réagit votre frère par rapport à ça? Est-ce que mon frère a coupé les ponts avec ses filles? Oui. Ah oui, c'est allé jusqu'à la rupture. Oui, ça doit être douloureux pour elles en même temps parce qu'elles ont perdu leur mère et elles sont en rupture avec leur père. Et puis, et ma mère est entre les deux. C'est-à-dire, quel rôle joue-t-elle? Elle est le lien entre vous, les petites filles, et son fils. Ma mère voit ses petites filles, mais voit ses petites filles, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, mais quand mon frère, quand les filles vont voir... quand les petites filles vont voir leur mère,
pour ma mère, mon frère n'y vient plus. Voilà. Oui. C'est une situation, Nicole Prieur, complexe là, parce que selon la place. Attendez, pardonnez-moi, Daniel. Selon la place qu'occupe chacun, on peut comprendre dans les points de vue. C'est vrai que pour ces jeunes femmes, elles sont certainement encore dans la douleur d'avoir perdu leur mère, et en même temps, leur père a trouvé un nouvel amour. Oui. Comment éviter, comment reprendre, parce que la rupture, c'est toujours un signe d'échec quand même. C'est un signe d'échec, c'est un signe de grande souffrance, et j'ai envie de dire, c'est une blessure quand même qu'on a du mal à dépasser. C'est tout à fait caractéristique un petit peu du sentiment de trahison sur lequel j'ai aussi travaillé. C'est qu'une même situation est vécue forcément de manière extrêmement antagoniste par les uns et par les autres. Et donc il y a à un moment donné, c'est là aussi où la figure mythique de la famille est un peu dépassée. Il y a un moment donné, surtout dans les formes aujourd'hui de plus en plus complexes des familles, il y a un moment donné où ce qui est essentiel pour les uns, ce à quoi on a envie d'être fidèle, à la mémoire de sa mère, etc., est complètement opposé à cet homme-là dont on peut comprendre que finalement il a envie d'aller vers quelque chose. Oui, il a 62 ans, mon frère. Et oui, mais il peut aussi avoir le droit finalement d'aller. Oui. Alors, ce qui est difficile, c'est de poser les choses d'une manière antagoniste. Je pense qu'il aurait peut-être pu en présenter aux filles, il aurait peut-être et je crois que ça manque d'un peu de dialogue et de lien. Mais malheureusement... Oui, mais c'est là on va devoir conclure parce qu'on arrive au journal de minuit, mais en même temps c'est votre mère qui fait ce dialogue, c'est lourd à porter pour elle. Bon, mais ça serait peut-être à votre frère d'essayer quand même de renouer quelque chose, parce que cette situation de rupture n'arrange rien. Bon courage à vous en tout cas dans cette situation. Au revoir Daniel. Il est minuit, merci d'écouter Europe 1 et le journal est présenté par Annabelle Villemont. Bonsoir Annabelle. Peut-on échapper aux petits règlements de compte dans l'intimité? On en parle avec la problématique de la famille en compagnie de Nicole Prieur, qui est l'auteur de Petits règlements de compte en famille aux éditions Albin Michel. Et votre dernier ouvrage, Nicole, s'appelle Nos enfants, ces petits philosophes. Partagez avec eux leurs grandes questions sur la vie. C'est toujours aux éditions Albin Michel. Et alors, j'ai trouvé, je l'ai déjà feuilleté, il est passionnant parce que c'est toutes les questions que posent les enfants. Où est-ce que j'étais avant de naître et pourquoi est-ce qu'on meurt, et des questions extrêmement profondes auxquelles on ne sait pas toujours quoi répondre, et vous donnez des pistes pour nous permettre de réfléchir et leur permettre à eux aussi de réfléchir. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une émission prochaine. Pourquoi pas. Alors je voulais vous demander si finalement on dit, il y a cette expression qu'il faut laver son linge sale en famille, mais selon vous, tout peut-il être dit et entendu en famille? On pense à ce film Festen où c'est terrifiant. Tout d'un coup, il y a cette histoire d'inceste qui est lâchée comme ça. Bon, alors heureusement, toutes les familles n'ont pas des secrets aussi terribles. Mais est-ce qu'il faut vraiment laver son linge sale en famille? Non, alors c'est sûr que Festen et le cas des incestes, c'est encore autre chose. Quand on est là, je m'irrisse un petit peu contre ce qui a été un petit peu la mode de la psychologie, le tout dire, le tout transparent, etc. Non, je pense que par rapport à ces notions de compte en famille, de contentieux en famille, il y a vraiment un travail personnel important à faire. Il y a des choses, il faut accepter les limites de nos parents, de la famille, du frère et de la sœur. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas admettre, ils ne changeront pas. Il y a des situations où le père, la mère, le frère, la sœur ne changeront pas, ne peuvent pas changer parce que finalement, ils se sont construits avec un certain nombre de défenses, et donc remettre en cause ces défenses, ce serait vraiment quelque chose de destructeur et d'impossible pour eux. Donc, à partir du moment où on est dans une famille où on n'arrive pas à faire entendre ce que l'on a besoin de faire entendre, je crois qu'il faut vraiment faire son travail sur soi et se dire à soi-même, non pas dire aux autres finalement, se dire à soi-même
ou je continue à attendre des choses impossibles et je serai malheureux et je vais m'enfermer dans de la colère permanente et je vais finalement en vouloir à la terre entière parce que si vous voulez, si on n'a pas de la part de ses parents ce que l'on est en droit d'attendre, on va le demander à son copain, à sa copine, à ses amis. Donc on va transférer sur les autres quelque chose que eux non plus ne peuvent pas nous donner. Parce que de toute façon, ce n'est pas d'eux dont on attend une chose. Donc il y a un moment donné où on a à se poser la question, ce que je n'ai pas reçu, est-ce que ça m'a vraiment empêtré dans la vie? Est-ce que ça m'a empêché? Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux passer outre? Et du coup, est-ce que je peux sortir de cette logique d'attendre quelque chose de mes parents? Et si je commence à sortir de ma logique d'attendre de quelque chose, qu'est-ce qu'on est libéré? Quand on voit justement sa famille pour ce qu'elle est en réalité, quand on voit ses parents pour ce qu'ils sont en réalité, et qu'on ne les parce que on a demandé aux parents de ne pas idéaliser leur enfant, mais de ne pas attendre qu'il soit le fils ou la fille parfaite. Mais je crois qu'il faut aussi, en tant qu'adulte, à un moment donné, se dire qu'on accepte nos parents pour ce qu'ils sont. Et plus on les accepte avec leurs carences, avec leurs défaillances, etc., moins on a besoin de réparer quelque chose de leur vie, et plus c'est léger sur nos épaules. Donc c'est vraiment un choix. À un moment donné, il faut se le dire à soi-même. Oui, ça peut être au prix, comme vous le dites, d'un travail personnel. Oui. Mais souvent le risque dans les débuts de psychothérapie, quand on remue comme ça toutes ces blessures de l'enfance, on peut être tenté d'aller en parler directement aux intéressés, et où des parents voient débouler des enfants de 30, 40, voire plus, 50 ans, qui viennent leur parler de choses qui se sont passées, qui se seraient passées dans l'enfance. Oui, qui se sont passées, enfin, selon la... Oui, en tout cas, la personne l'a vécu comme telle. Voilà. Oui, alors, à un moment donné, c'est inévitable. Si vous voulez, c'est vrai que les débuts de thérapie, c'est souvent des expressions de souffrance et des expressions de choses violentes. Et je pense que là aussi, la personne qui vient en thérapie a besoin de passer par cette phase-là. Alors, on peut lui dire que c'est complètement inutile d'aller justement laver son linge devant sa mère avec son père, etc. Mais il a peut-être envie de le faire. Mais j'ai envie de dire, si dans une famille, je crois que le drame dans une famille, c'est de crisper les choses. Si le père ou la mère est capable d'entendre finalement aussi, je crois qu'en tant que parent, il faut entendre les critiques que les enfants nous opposent. Mais il faut savoir les dépasser. J'ai envie de dire, c'est tout un processus de dépassement. Parce qu'une fois que le jeune adulte ou même l'adulte de 30-40 ans est venu en thérapie, qu'il a déversé auprès du thérapeute un petit peu sa colère, et c'est une façon aussi pour lui de le dépasser. Et en général, la phase suivante, quand on a fini de toutes les litanies contre tous les reproches contre le père, contre la mère, etc., en général, moi c'est une phase que j'aime beaucoup, je demande à mes patients, au jour d'aujourd'hui, je vous vois, vous vous plaignez de votre père, vous vous plaignez de votre mère, etc. Mais je vous vois, vous êtes épanoui dans votre vie amoureuse, vous avez plutôt pas mal réussi dans votre travail. C'est d'où vous viennent cette force que vous avez, d'où vous vienne votre créativité. Alors les gens commencent, et je pense que ça c'est une très belle phase, la deuxième phase d'une thérapie, ils commencent à s'affilier positivement aux parents. C'est-à-dire que finalement, mon père qui était pas présent, ma mère qui était peut-être alcoolique, dépressive, etc., elle était créative, elle était artiste. Ah, peut-être que ce don que j'ai, ça vient de mon père, ça vient de ma mère. Et donc, du coup, on commence à mesurer ce qu'on a reçu. Oui, mais comme vous dites, c'est vraiment dans un second, troisième, quatrième temps. C'est-à-dire qu'auparavant, il faut bien pouvoir que le thérapeute entende les blessures qu'il y a et qui sont souvent réelles et fondées et légitimes. Tout à fait. La plainte, il faut pouvoir entendre la plainte. Mais il faut bien faire passer au patient le message que on peut très bien aller faire des reproches devant son mère, devant son père. Mais j'ai envie de dire, il faut être conscient qu'ils ne vont pas changer. Ouais. C'est le début de la sagesse quand on commence à penser ça. Bonsoir Camille. Bonsoir Caroline. Alors justement, vous avez des problèmes avec un fils adulte qui vous tourne le dos depuis quelque temps. Exactement. Et c'est arrivé déjà il y a quelques années, vers 2007. Enfin, 2007, il est revenu, ça faisait 3 ans qu'il ne voulait plus donner de nouvelles à personne, même pas à sa jumelle, puisqu'il a une jumelle. Et là, ça recommence à nouveau. Il ne donne de nouvelles à personne. Maintenant, il est marié. Il vient d'avoir un 3e enfant. Et ça a été une grossesse cachée.
Enfin, Donc, cachée à vous. Elle vous a été cachée. Oui, elle m'a été cachée. Mes filles m'ont dit, elles l'ont su par hasard, elles n'ont pas voulu me le dire tout de suite parce qu'elles savaient que ça allait me faire du mal. Ben oui, forcément. Mais en 2007, il a une phrase, justement, vous parliez là des phrases, des reproches. Oui. Et il a eu une phrase terrible qui pour moi vraiment est terrible. Il m'a dit, tout ce que tu as fait, tu l'as mal fait. Et tout ce que tu aurais dû faire, tu ne l'as pas fait. Et il faut dire que même en étant mariée, j'étais seule pour élever puisque j'ai eu 4 enfants, j'étais seule pour élever mes 4 enfants. Oui, ce qui est loin d'être simple, oui. Oui, c'est très culpabilisant ce qu'il vous renvoie là en pleine figure. Ah oui, énormément. Ça rejoint, Nicole Prieur, ce que vous disiez, c'est-à-dire que les enfants comptent toujours ce qu'on ne leur donne pas. Comme ils l'attendaient, je veux dire. Comme ils l'attendaient, c'est ça. Et ils ne mesurent pas ce qu'ils ont reçu. Oui. Ça, c'est régulier. Mais quand on est dans quelque chose qui reste aussi vif comme ça à l'âge adulte, comment expliquer une telle... Quel âge a votre fils, Camille ? Il aura 39 ans, c'est au mois de septembre. D'accord. Parce que moi, je pensais qu'en devenant parent, que peut-être justement on était un peu plus indulgent vis-à-vis de ses propres parents quand on mesurait l'ampleur de la tâche. C'est pas forcément le parce cas. que quand on devient parent, j'ai envie de dire, il y a une réactivation un petit peu de toutes ces souffrances inconscientes. Il y a une réactivation de l'inconscient. Donc il y a des choses il y a des émotions très fortes qui peuvent remonter. Et finalement, on peut même comparer finalement ce que je suis, la présence que j'apporte à mon fils ou à ma fille. Qu'est-ce que j'aurais voulu que ce soit ma mère qui m'apporte cette présence-là. C'est vrai que là, du côté du jeune homme, enfin du monsieur, enfin du fils de Camille, il y a un travail d'exonération, je veux dire, vis-à-vis de la mère. Oui, elle ne nous a pas donné ce que l'on attendait. Il y a un moment donné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un moment donné où il faut pouvoir dépasser ces attentes-là. Sinon, on reste enfermé dans une position infantile. Tant qu'on attend quelque chose encore de ses parents, c'est qu'on est dans une position infantile. Donc pas détaché finalement. Non, pas détaché. Paradoxalement. C'est-à-dire qu'il y a rupture, il peut y avoir rupture et en même temps c'est parce qu'on est encore terriblement attaché à son enfance. Oui. Mais par contre aussi du côté de Camille, si je peux me permettre, Camille, je pense qu'il faut en tant que parent pouvoir entendre, et j'ai envie de dire, ce n'est pas facile, pouvoir entendre sans culpabilité les reproches de nos enfants. Forcément, dans la psyché de nos enfants, dans l'affect de nos enfants, nous avons été à côté de ce qu'on aurait dû leur apporter. J'ai envie de dire, c'est une donnée finalement de base. Et il faudrait pouvoir entendre ça, tout ce que tu as fait, tu l'as fait mal, en disant, ok, je n'ai pas pu faire autrement. Je veux dire, il faut avoir suffisamment de force pour ne pas s'effondrer à ce moment-là. Mais je sais que ce n'est pas facile, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Mais pouvoir dire, tu sais, j'ai fait ce que j'ai pu au moment où je l'ai pu et je n'avais pas la force de faire autre chose. C'est-à-dire que opposer à la violence de reproches de ces enfants, opposer quelque chose qui est finalement une certaine stature de soi, une certaine assise en soi-même. Parce que les enfants, à tous les âges, ils ont besoin de parents qui continuent à tenir debout et qui continuent finalement à s'affirmer devant eux. Comme à l'adolescence, vous voulez dire, à l'adolescence, parce que là, c'est tenir le cap, oui, c'est. Tout à fait. Est-ce que l'adolescence est une période justement particulièrement propice au règlement de compte ? Bien sûr. Mais j'ai envie de dire, les adolescents sont encore tellement dépendants des parents qu'on a encore des chances de les garder chez nous. Ils s'accrochent malgré tout. Ils rejettent, mais ils s'accrochent. Oui. Voilà, ils rejettent, mais ils contestent, mais ils s'accrochent. Mais c'est tout à fait ça. Et là, je pense que votre fils a quand même, mais quelque part, on n'y peut rien. Votre fils a encore une demande très adolescente, mais en même temps, vous ne pouvez pas lui dire ça, et s'il n'a pas décidé de dépasser cette position-là, et encore une fois, on ne sait pas quel est son couple, parce que, si vous voulez, justement, la difficulté dans une famille, c'est quand il y a de nouveaux couples qui se forment, parce que, justement, il peut y avoir conjonction de deux souffrances. Par exemple, une femme et un homme qui se sont sentis rejetés dans leur famille et finalement ils s'entretiennent dans les contentieux. C'est que les gendres, les belles-filles peuvent jeter de l'huile sur le feu. Tout à fait. C'est ce qui se passe. Et oui, c'est ça. Alors que dans un couple, il me semble que l'idéal ou l'intérêt d'un couple, c'est que chacun aide l'autre à accepter la famille dont il est issu et à accepter... soit des facteurs d'apaisement, oui. Et finalement, c'est par ce biais, en apaisant l'autre, qu'on va s'apaiser soi-même.
dans un couple. Mais vous voulez dire que ceux qui, par exemple, des enfants qui n'ont pas réglé des choses avec leur propre famille, peuvent le faire par famille interposée avec la belle famille? Tout à fait. Inconsciemment ou consciemment? Inconsciemment. Oui. C'est là où on peut voir que parfois les belles filles ou les gens vont attiser les problèmes au lieu de les apaiser. Ou alors quelque chose un petit peu même de plus pernicieux. Par exemple, là, dans ce cas-là, la belle fille qui se met dans une position de comprendre le fils, et finalement le fils qui va avoir le sentiment que finalement il reçoit de sa femme ce qu'il aurait attendu de sa mère, et du coup ça va renforcer sa souffrance du manque, etc. Et là, malheureusement, Camille, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est quand même de toujours exprimer sa volonté de maintenir le lien. C'est pour ça que, en tant que mère, il faut dépasser un certain nombre de souffrances et toujours exprimer sa volonté de maintenir un lien. Même si l'enfant ne répond pas aux SMS, ne répond pas aux mails. Oui. Voilà, ne répond pas au coup de téléphone, rien. Il refuse tout dialogue, et là, il refuse tout, c'est le silence complet. Alors, c'est très difficile, parce que maintenir le lien, jusqu'à quel point? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit vécu non plus comme une intrusion face à quelqu'un qui ne répond pas, comme un harcèlement. Tout à fait. Non, par exemple, l'anniversaire, garder certains moments où on se manifeste auprès de l'enfant. Des moments privilégiés, des dates symboliques. En disant, quand tu le souhaites, la porte est ouverte, etc. Parce que si on nous fait, le reproche risque d'être encore très dur. Les demandes des enfants sont toujours très ambivalentes. On reproche aux parents de ne pas s'intéresser à nous. Quand on s'intéresse trop à nous, on n'est pas content non plus. Donc là, le reproche mais finalement, quand j'étais très mal, parce que peut-être qu'il est très mal en ce moment, quand j'étais très mal, tu t'es pas manifesté, c'est un reproche qui risque d'être difficile aussi à dépasser. Donc maintenir à minima, mais maintenir symboliquement le lien. J'essaie de maintenir le lien par rapport à mes petits-enfants que je connais pas. Je connais un petit peu le plus grand, qui va avoir 4 ans, qui a eu 4 ans là. Mais la petite, je l'ai vue 2 fois, elle va avoir 2 ans. Et le dernier, donc, rien, même pas de faire part de naissance ni rien. Mais à chaque fois, j'envoie un SMS ou un mail en souhaitant l'anniversaire des enfants, quoi. Mais alors justement, est-ce qu'il est important aussi de le faire pour l'enfant et pas seulement pour le petit enfant? Parce que ça peut réactiver des blessures d'enfance. L'enfant peut se dire adulte, mon père ou ma mère s'intéresse au petit, au bébé, au petit enfant, mais pas à moi. Oui, je sais pas comment. J'avoue, je ne sais pas comment faire. Oui. Je sais pas. Mais en même temps, on peut considérer que effectivement, c'est aussi ça la naissance d'une famille. Je veux dire, on peut considérer que finalement, si vous vous adressez toujours aux anniversaires de vos petits enfants, on peut considérer que vous pouvez peut-être un jour, que eux auront envie un jour de retisser un lien avec vous. Il faut savoir qu'effectivement, les contentieux finalement se transmettent de génération en génération, mais chaque génération va pouvoir régler ses comptes autrement. Et il est fort probable que des petits-enfants qui ont été un petit peu séparés et coupés de vous, à un moment donné, vont s'interroger sur cette grand-mère que vous êtes et auront peut-être envie de venir vous voir. Et si donc vous avez porté des jalons, ça facilitera ce relais-là. C'est-à-dire que vous pouvez être reconnue comme une bonne grand-mère à un moment donné, même si vous n'êtes jamais reconnue comme bonne mère ou belle-mère par votre fils et votre belle-fille. Oui, donc, ça laisse de l'espoir. Ça laisse tout à fait une possibilité. Il y a fort à parier que effectivement ces petits enfants à un moment donné vont s'interroger. Pourquoi on ne voit pas notre grand-mère? Pour quelle raison? Et ils vont chercher à comprendre. Et peut-être qu'ils vont être moteurs. Si vous voulez, dans une famille, les enfants peuvent être moteurs de changement. Oui, parce que j'ai 3 autres petites filles avec qui ça se passe très bien, qui sont très... Mais ils se voient entre cousins et cousines? Je ne sais pas, je sais que du coup sa jumelle là... pareil, impossible d'avoir des relations, est-ce que vous avez des filles? Est-ce que les enfants de vos filles voient les enfants de votre fils? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je n'en sais rien parce que la maman des qui elle aussi a eu des jumelles,
disons, ne veut pas s'en occuper. Ça, donc, pareil, là, elle me dit non, je ne veux pas m'occuper de ça, je ne veux pas savoir. Est-ce qu'ils se voient, je ne sais pas. Elle ne veut pas jouer les messagers, ce qui est une position aussi délicate. Je comprends très bien, c'est très Mais en tout cas, il y a quand même cette... vous pouvez maintenir ce lien, qu'il n'y ait pas de rupture, et comme vous dites, Nicole Prieur, laisser la porte ouverte, on ne sait jamais, les choses peuvent évoluer, y compris à travers les petits-enfants. Bon courage. Ça sera dans un temps très long, quoi, voilà. Pas forcément, pas forcément. Il y a des choses qui peuvent se débloquer parfois. On vous le souhaite en tout cas. Merci Camille de votre appel. Au revoir. Au revoir. Merci. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Et on accueille Catherine qui est avec nous au 39 21, numéro que vous pouvez bien sûr composer jusqu'à 1h si vous voulez nous parler de votre famille. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline, bonsoir Madame Prieur. Prieur, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Oui, j'ai appelé parce que l'émission est très intéressante et je me retrouve un peu, c'est que je suis d'une fratrie de 3 enfants. Oui. Ma sœur aînée a 50 plus que moi et j'ai un frère entre nous deux, quoi. Oui. Avec qui je n'ai pas de problème, mais ma sœur, dès que j'étais petite, en l'âge de comprendre, elle me traitait de bâtarde, que j'avais été trouvée dans une poubelle et que mes parents n'étaient pas les miens. Donc vous comprenez qu'avec ça, ma mère était de mon côté et qu'elle m'a aimé plus qu'il fallait. Et mon papa, lui, s'est retourné un peu vers ma sœur, quoi. Parce qu'il voyait bien que ma mère se détachait de ma sœur. Et ça, donc, c'est un problème. Pardonnez-moi de vous interrompre, Catherine. Catherine, excusez-moi, vous m'entendez pas bien? Parce que ça, vous soulevez un point intéressant, c'est-à-dire quand les parents règlent des comptes entre eux à travers leurs enfants, où il y en a un qui va s'approprie chacun un enfant et puis il rejette l'autre en disant t'as bien le sale caractère de ton père ou de ta mère. C'est forcément préjudiciable pour une fratrie. Oui, alors c'est vraiment là, si vous voulez, le premier niveau des rivalités fraternelles, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, les difficultés d'exister et le sentiment d'avoir sa place ou pas. Ça, c'est le premier niveau. Et dans ce niveau-là, finalement, en général, les rivalités alternent avec des moments de complicité et tout va bien dans une fratrie parce qu'on se dispute, mais en même temps, on s'entend bien. Oui. Quand il y a des rivalités qui se crispent et qui se rigidifient et qui entraîne vraiment une souffrance très grande, comme chez Catherine, parce que ça dure, c'est souvent parce qu'effectivement, la scène fraternelle sert finalement à des enjeux inconscients parentaux. C'est-à-dire, soit on va régler ce qu'on n'a pas pu régler de sa propre position dans la fratrie, dans notre fratrie, et on va instiguer, on va demander inconsciemment à notre fille de prendre la place qu'on n'a pas pu avoir auprès du frère. Donc la rivalité fraternelle va être envahie par des règlements de compte d'une autre génération quelque part. Soit ça peut être aussi la scène du couple, finalement, des conflits latents ou clair ou patent dans un couple. À ce moment-là, chaque parent va quelque part, entre guillemets, prendre un des enfants et va faire alliance avec l'un contre l'autre, parce que c'est une manière, finalement, moi je suis une femme, je n'ai pas de position dans mon couple, je vais m'allier à ma fille et on va faire baver et on va accepter qu'elle en fasse baver à son petit frère, puisque moi je n'arrive pas à en faire baver à mon mari ou à me faire reconnaître, à trouver ma place auprès du mari. Donc tout ça est inconscient souvent la plupart du temps. Sûr. Et au contraire, tous les parents vont dire mais moi j'aime mon fils, moi j'aime ma mère, ma fille, etc. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas l'amour n'est pas tout ce qui va pouvoir nous sauver, quoi. Alors justement, Catherine, est-ce que aujourd'hui que vous êtes toutes les deux adultes, vous et votre sœur, est-ce que ça s'est arrangé, la situation? Le problème, c'est que tant que ma mère s'est perdue en 86, comme je vous l'ai dit, bon, ça s'est plus ou moins tenu. Oui. Et je me suis rendu compte que c'était mon papa qui faisait office de balance, quoi, si vous voulez. Il essayait de tenir les deux en même temps. Et là, il est décédé il y a 1 an et demi. Oui. Et depuis qu'il est décédé,
c'est reparti. Oui. J'ai une maison que j'avais achetée avec mon papa à l'époque, qui était veuve. Oui. Moi, j'étais toute seule, j'avais décidé de rester. On a acheté une Ah, on maison. vous entend plus très bien. Attends, il y a un problème de excusez-moi, là, souci ça va de mieux portable. Oui, là, ça va mieux, merci. Oui, excusez-moi. Oui. Donc, j'avais décidé avec mon papa d'acheter une maison en indivision. Et aujourd'hui qu'il n'est plus là, on doit vendre la maison parce que moi, il faut que je tourne la page et que j'achète un appartement où je me sens chez moi. Et ma sœur ne veut pas vendre la maison. Voilà. Et Ah oui, elle me d'accord. dit- Donc vous êtes vraiment sur des positions très différentes là. Oui, oui. Et Votre elle me sœur dit, reste attachée à cette maison qui est la oui, maison voilà, familiale. j'avais vécu, elle venait que le week-end quand elle ne travaillait pas, quoi, si vous Oui. voulez. C'est Et malheureusement très fréquent. Oui, oui, aujourd'hui, oui. Pardon, Pardon, Catherine. excusez-moi, Je oui, vous en elle me prie. dit, si papa était là, Oui. oh là là, il serait pas content que tu sois parti. Elle vous culpabilise à Voilà, propos de voilà, ça. beaucoup. Oui. Et donc, j'ai été voir une agence pour mettre la maison en vente. Mon frère étant d'accord, on a essayé avec le notaire, mais ça n'a pas suivi. Donc, j'ai mis une agence en cours. Elle a reçu les papiers pour signer et elle dit qu'elle n'a pas reçu les papiers. Et donc, Oui, elle vous empoisonne, enfin, elle fait en sorte. Oui. Mais je ne sais pas comment ça va se passer, quoi. C'est malheureusement très fréquent au moment du décès Oui. d'un parent que les conflits ressurgissent, comme si Oui. le parent n'étant plus là pour faire le lien, la fait. fratrie se déchaîne. Voilà. Tout à fait. Alors, si vous voulez, c'est tout à fait caractéristique, Catherine. Effectivement, la fratrie, c'est quand même un des liens. Le lien fraternel, c'est un des liens familial qui dure le plus longtemps, finalement. Oui. Oui. Il a des chances de se transformer dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Et finalement, quand un parent ou quand les parents décèdent, ils ne sont plus là pour préserver finalement ce lien-là. Et c'est vrai qu'il y a de fortes chances pour que le lien qui s'est construit sur des souffrances, sur des insatisfactions, explose finalement. C'est-à-dire que le parent n'est plus là pour faire rempart à toutes les frustrations. Et du coup, quand les parents s'absentent, on va autour de l'héritage, que ce soit une petite cuillère, que ce soit une maison, c'est pareil, on va se déchirer pour demander des comptes au frère ou à la sœur de ce qu'on n'a pas reçu des parents. Donc ça a des chances de vraiment se traîner, c'est-à-dire que on estime, alors par exemple votre sœur doit estimer qu'elle n'a pas eu la place qu'elle aurait dû avoir de la part de ses parents, donc elle vous présente à vous la facture. Voilà, Et elle la présente sur le dos de cette maison-là. Donc, il va falloir qu'elle puisse dépasser un petit peu cela, sinon ça va verrouiller les choses. Mais comment déverrouiller les choses justement quand on est face à quelqu'un où on a l'impression que c'est plus rationnel, Ah, ce n'est pas c'est-à-dire que c'est rationnel. vraiment de l'affectif qui se joue. C'est l'inconscient, si vous voulez, ce qu'on appelle le retour du refoulé. C'est-à-dire que on a votre sœur ou dans ce genre de problématique, un des frères ou une des sœurs a gardé, a ruminé sa souffrance de ne pas être reconnu, de ne pas être suffisamment aimé, tout ce qu'on a pu dire. Il l'a gardé, et au moment où les parents ne sont plus là, ça va sortir et on va effectivement demander des comptes au frère ou à la sœur. Alors quelquefois, vraiment, les situations sont extrêmement verrouillées, où il faut se battre, où il faut pouvoir... Sur le plan juridique. Sur le plan juridique. Il faut vraiment, il faut oser rentrer en conflit. Parce que sinon, il faut oser rentrer en conflit. Alors vous avez des notaires des notaires sont de plus en plus au fait de cela. Ils sont de plus en plus à même aussi d'entendre les parts psychologiques, les conflits psychologiques, etc. Et il y a des psys aussi qui travaillent de plus en plus sur ces problématiques de Oui, mais la personne qui est souvent le plus en souffrance ne va pas vouloir entendre ou même faire une démarche en se disant qu'il y a autre chose qui se joue. Parce que vous dites se battre, il faut pouvoir se battre, mais si c'est du psychologique qui est en jeu, c'est pas le juridique qui va régler le problème? Non, c'est pas le juridique qui va régler le problème, mais je pense qu'il faut admettre que alors je pense que c'est là où la question douloureuse peut aller le choix douloureux peut aller jusqu'à la rupture finalement. À un moment donné, donc il faut essayer de régler la chose sur le plan juridique, même si ça va jusqu'à la rupture avec l'autre frère ou l'autre sœur qui n'acceptera pas cette décision. Si vous êtes deux
pour une décision et si le notaire arrive à faire les actes qui vous semblent justes pour vous et pour votre frère, c'est sûr que vous serez en rupture définitive avec votre sœur. Je pense que c'est inévitable. Et quelles conséquences ça a d'être en rupture avec un frère ou une sœur ? C'est douloureux parce qu'en fait, on a le sentiment d'avoir loupé quelque chose. Oui. On en veut peut-être même quelquefois aux parents. Je veux dire, ça remonte aussi. Oui. On se sent coupable aussi parce qu'on est toujours coupable de ne pas avoir réussi ce que. Alors, si vous voulez, la difficulté dans une famille, c'est que tous les parents disent j'aimerais que mes enfants s'entendent. Donc, quand on ne s'entend pas, quand on est en rupture, on a le sentiment vraiment d'être des mauvais enfants et d'être vraiment déloyal finalement. Je crois qu'il faut, malheureusement, les situations familiales, pour dépasser des situations de crise qui risquent de durer et qui ne font que, par exemple, si l'héritage n'arrive pas à être liquidé à un moment donné, les souffrances vont perdurer. Donc, à un moment donné, il faut accepter ces pertes. C'est libératoire. Ce n'est pas facile, mais c'est libératoire. Non, parce que, en fait, ma maman avec sa sœur Annie s'était disputée il y a quelques années. La liaison est très très mauvaise, Catherine, je suis désolée. Oui. J'avais promis à ma maman que je m'arrangerais bien avec ma sœur. Oui, donc vous vous sentez d'autant plus... On refait la même histoire. Et votre frère ne pourrait pas, puisque lui est un peu en dehors de cette rivalité entre vous deux, être un peu médiateur, puisqu'en plus il a me dit que c'est moi qui ai la plus grosse part de la maison, donc c'est à moi de me débrouiller, quoi. D'accord, oui, donc il s'en lave un peu les mains. Il s'en retire un peu, quoi. Oui, mais alors, au niveau du notaire, c'est pas possible parce qu'elle n'aime pas le notaire. Elle m'a dit que c'était un voleur, alors que c'est un notaire. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, on m'a parlé d'un médiateur. Oui, c'est donc ça. Je sais pas si c'est bien. Oui. Si elle acceptait la possibilité, si votre sœur accepte la possibilité d'un médiateur, je pense qu'effectivement c'est une bonne issue. Parce que si vous voulez, la meilleure façon quand même pour une personne dans une fratrie, une sœur par exemple, votre sœur en l'occurrence, dans la fratrie, de dépasser justement cette crispation dans laquelle elle est, c'est de faire entendre sa souffrance. Et faire entendre finalement auprès d'un médiateur qui pourra un peu temporiser. Et il faudrait pouvoir, s'il y a une médiation, il faudrait pouvoir, comme on le disait avec une personne tout à l'heure, entendre les reproches sans forcément culpabiliser. Si elle est dans cette position-là, c'est qu'elle a une souffrance. Il faut pouvoir entendre sa souffrance et pouvoir... Mais le problème, c'est que elle me fait culpabiliser moi. Mais non, vous n'y êtes pour rien. Si les parents ont joué une carte un petit peu maladroite, on va dire, vous ne pouvez ni réparer, ni porter cette culpabilité-là. Et c'est pour ça qu'une position de médiateur peut vous aider à tout ça. Merci beaucoup, Catherine, Merci beaucoup, et bon Caroline, courage. Et bon courage à vous. Bonne nuit. Merci, bonne nuit, au revoir. Justement, j'ai un mail de Jane qui dit « J'ai 62 ans et ma sœur plus âgée de 6 ans se prend pour ma mère alors qu'elle ne m'a jamais maternée quand nous étions jeunes. Je dois toujours faire ce qu'elle a décidé et le problème, c'est que je ne supporte plus cette autorité et je ne peux absolument pas lui en parler car elle refuse les mises au point. Donc, je suis fâchée avec elle depuis 1 an et plongée dans la dépression, mais j'hésite à la revoir car je ne supporterai pas une nouvelle querelle. » Oui, alors effectivement, il nous appartient de nous mettre dans les positions qui sont plutôt favorables pour nous. Que votre sœur ait envie de jouer la chef, la mère, etc., ça lui appartient, mais nous, on n'a pas à nous soumettre à cette position-là. Et je crois qu'il faut pouvoir, et c'est peut-être ça l'expression de votre dépression, c'est qu'il faut pouvoir le faire encore une fois, sans culpabilité. Il n'y a aucune raison de vous placer là où votre sœur veut vous placer. Si elle n'est pas contente, tant pis. Mais vous n'avez pas, vous, à vous soumettre. Sinon, vous détruisez, je pense que c'est peut-être encore une fois ça, votre dépression, vous détruisez votre image de vous-même, votre estime de vous-même. Si vous vous mettez à une place qui ne vous appartient pas, qui n'est pas la vôtre et qui n'est pas très favorable à votre image. Merci. On va marquer une petite pause et on va continuer à parler de la famille, bien sûr, jusqu'à 1h.
La famille, votre famille, famille je vous aime, famille je vous hais. On en parle ce soir avec Nicole Prieur, qui est l'auteur de Petits règlements de compte en famille aux éditions Albin Michel. Alors, souvent, là, on a parlé malheureusement avec Catherine des problèmes d'héritage, de la guerre autour de l'héritage quand les parents ne sont plus là. Mais on voit parfois quand les parents vieillissent qu'il y en a un plus particulièrement dans la fratrie qui se dévoue à ses parents. On se demande d'ailleurs pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, parce que souvent on se rend compte que ça repose sur les épaules d'un et puis que les autres comme ça peuvent continuer à mener leur vie tranquillement. Est-ce que c'est parce que c'est le préféré, ou au contraire celui qui s'est toujours senti un peu à l'écart et qui essaye de récupérer là ce qu'il n'a pas eu? Pourquoi il y en a un ou qui a cette place dévolue? C'est presque une mission. Souvent, je m'en rends compte auprès des patients de 30, 40, 50 ans. Souvent, on a encore à cet âge-là envie d'être reconnu comme le bon fils ou la bonne fille de son père ou de sa mère. On attend encore la reconnaissance dont on a besoin quand on est tout petit, mais dont on doit apprendre à se passer quand on a 30 ou 40 ans ou 50 ans. Et du coup, pour se positionner comme le bon fils, comme la bonne fille de sa mère, ou de son père, pour avoir cette reconnaissance à laquelle on court, on va se dévouer, on va se couper en 2, en 3, en 4, on va être même déloyal quelque part par rapport à sa propre famille, pour surtout s'occuper de sa mère en priorité. Mais là, ce qui est terrible en général, ce que je constate moi, c'est que ces personnes-là qui se dévouent beaucoup, continuent à être très malheureux. Parce qu'en fait, ils vont voir leur mère tous les jours, ils vont faire les courses pour leur mère, etc. Et de quoi parle leur mère? Du frère qui ne vient jamais. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est très juste. Oui. C'est qu'il est pareil de toutes les qualités, celui-là. Ah, exactement. Oui. Donc, là aussi, c'est là où, ok, je ne suis pas la bonne fille, le bon fils de ma mère, de mon père. Je ne le serai jamais. Et à un moment donné, il faut en rire. Et du coup, on se pose la question, on va voir sa mère si notre conscience nous dit qu'il faut aller la voir, mais on ne va pas pour aller chercher dans une quête finalement de reconnaissance qui de toute façon ne viendra pas. Mais pour en rire, parce que c'est vrai qu'il vaudrait mieux en rire, mais pour ne pas en pleurer parfois, si on n'est pas, faut-il ne pas en être trop malheureux, avoir réparé certaines choses, solder les comptes du passé finalement. Est-ce qu'on n'en finit jamais avec ce passé, de solder les comptes? Alors, on n'en finit jamais, mais on peut arriver à une balance qui nous libère beaucoup. Et ça peut nous libérer, et je pense qu'il est important à un moment donné de décrocher notre regard de la famille. Tout ne se joue pas, toute la vie ne se joue pas autour de notre famille. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'autres moyens ou de réparer ou de compenser ce qu'on n'a pas eu dans la famille. Et plus on s'ouvre, plus on ouvre notre regard sur le monde, plus on se sent citoyen finalement du monde et pas seulement de notre famille, plus on a des chances d'obtenir cette reconnaissance qu'on n'a pas eue dans notre famille et de se réaliser. L'important, c'est de s'accomplir. L'important, c'est d'accomplir ce qui est fort en nous, ce qui est bon en nous, etc. De se réaliser au meilleur de nous-mêmes. Alors, si ce n'est pas possible dans notre famille, on va voir ailleurs. Mais souvent, il y a une pression sociale, il y a beaucoup de culpabilité derrière. Si on sort un peu trop de sa famille, on est vécu quand même un peu comme le mauvais fils ou la mauvaise fille. Oui, je crois que, je l'ai travaillé dans un autre livre, je crois qu'il y a des trahisons libératrices et qu'à un moment donné, il faut effectivement accepter d'être un peu moins l'enfant de sa famille pour se réaliser. Et finalement, ce dont je m'aperçois moi dans les thérapies, c'est qu'à partir du moment où on a pris cette distance, où on s'accomplit en dehors de la famille, presque miraculeusement, presque magiquement, à ce moment-là, si on s'est vraiment détaché de sa famille, à être un peu déloyal, comme je le dis, un petit peu par provocation, à ce moment-là, il se passe quelque chose dans la famille.
Ça à bouge, ce moment-là, peut-être qu'à ce moment-là, on va nous voir autrement, ou on Tout va à fait. peut-être se rendre compte que ce que l'on fait va être enfin reconnu. Tout à fait. Et du coup, même si ce n'est pas forcément reconnu, les parents, finalement, prennent une autre position et il y a comme une espèce de bouffée d'air qui passe dans les relations. C'est beaucoup plus libre et j'ai envie de dire, il y a moins d'attentes mutuelles qui nous enferment. Et du coup, plus on va s'autoriser à changer en dehors de la famille, plus ça fait rentrer un air nouveau au sein de notre famille d'origine, et plus à ce moment-là, les relations peuvent être souples, mobiles, etc. Parce qu'une famille, c'est cela l'intérêt, c'est que la famille finalement soit un système, ce qu'on appelle un système, une organisation ouverte qui accueille le devenir de chacun, le changement, la transformation de chacun. Vous voyez, j'ai un petit message de Topper là qui arrive par SMS au 73921. Je ne sais pas s'il a lu votre livre, mais il dit « Moi, je suis celui qui s'est dévoué. Pourtant, moi, l'enfant rebelle, mais plus parce que j'ai appris à pardonner. » Ah oui, alors là, le pardon. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, c'est un choix. De se dévouer, c'est effectivement un choix. Et l'étymologie de pardonner, vous savez ce que c'est ? Non. C'est perdonare, c'est tout donner. C'est être capable donc de donner même si l'on l'a pas reçu. Et je pense que c'est tout à fait, c'est la preuve de tout un cheminement. Vous en parlez du petit poussé. Tout à fait. C'est le conte du petit poussé qui est vraiment là dans ça. Tout à fait. Oui. Le Il n'a petit pas poussé. reçu grand-chose et pourtant il donne. Oui, et pourtant il donne. Et il donne parce qu'il y a plusieurs étapes. Il donne parce qu'il change son identité à un moment donné. Il devient, il se protège un petit peu. D'abord parce les frères sont perdus. Les frères pleurent, ils sont perdus, ils sont paumés au milieu de la forêt. Lui, il va monter sur un arbre et va voir un horizon, il va voir ailleurs, il va voir dans un autre monde qu'il ne connaît pas. Et il ne sait pas que la maison vers laquelle il va se diriger, c'est la maison de l'ogre. Oui. Il ne le sait pas, mais il est suffisamment malin pour prendre la place des filles de l'ogre. Donc l'ogre, en très bon père, va manger ses propres filles. Et donc le petit poussé a changé d'identité, et c'est parce qu'il a accepté de ne plus être symboliquement l'enfant de ses parents qu'il va pouvoir devenir autre, et il va pouvoir à un moment donné les sauver finalement. Il y a tout un cheminement. Il y a une belle parabole. Il y a une très belle parabole. Et dans les contes, on parlait de Abel et Caïn, mais les contes de fées sont extraordinaires. C'est pas pour rien que les enfants les aiment. Oui, vous parlez de la petite sirène aussi, où vous dites que ça montre que pour grandir, il faut trahir quelque part. Oui, il faut accepter d'interroger nos origines. C'est-à-dire que la petite sirène ne cesse de transformer son monde finalement. Elle est née dans le milieu aquatique. Après, elle a envie d'être humaine. Elle s'aperçoit que pour être humaine, elle a la douleur à chaque fois qu'elle marche. Elle va perdre sa voix pour être humaine. Et finalement, elle va être heureuse quand elle va devenir d'humaine. Elle va être accueillie par les oiseaux. Elle va être transformée en oiseau. Et c'est quand elle sera oiseau qu'elle se sentira vraiment elle-même. Il aura fallu qu'elle trahisse ses origines pour devenir vraiment elle-même. Se détacher d'une filiation et d'une filiation biologique finalement. Oui, aussi. c'est ça, d'une filiation biologique qui finalement nous enferme plus qu'autre chose. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ça doit vous parler l'histoire de la petite sirène. Ah oui, exactement, parce qu'en plus je suis dans le milieu artistique, et c'est le milieu artistique qui me rend plutôt, c'est à travers l'art que que je me transforme un peu comme la sirène en oiseau, justement, et depuis tout petit, j'ai toujours espéré tout cela, parce que c'est vrai que moi j'ai un parcours quand même très spécial et très atypique. Je viens d'une famille de 4 enfants. J'ai 3 sœurs. Je suis l'enfant abandonné. J'ai toujours été comme un Calimero, toujours triste sur mon sort. Et puis il a fallu que je me dégage complètement de ma famille. En 2002, ça a été très difficile parce que il y en a eu des procédures. J'ai perdu mon travail à ce moment-là. Je suis tombé en pleine dépression. J'étais sur le point de me reconstruire grâce à une association qui m'a fait perdre tous les moyens, parce que cette association était assez décourageante sur le fait qu'elle devait reconstruire les gens malades, ce qui était mon cas à l'époque.
Et puis je suis toujours en souffrance, je suis toujours en maladie, mais j'arrive à avoir des moments heureux et j'arrive encore à montrer des moments heureux, quoique j'ai connu toutes les maladies infantiles. Mais vous avez fait une rupture avec votre famille? Ah oui, j'ai dû faire une rupture parce que je me suis retrouvée avec 4 avocats contre moi. Tous les oncles, tantes, sœurs et parents se sont ligués contre moi pour me mettre en tutelle ou curatelle à cette époque. J'ai dû me battre avec une seule avocate. Au début, j'avais une première avocate parce que j'avais droit à l'aide juridictionnelle. C'était très éprouvant parce que j'ai dû être soutenue par quelques amis, quelques très rares amis qui m'ont vraiment... qui m'ont beaucoup apporté d'ailleurs à cette époque-là, parce que sans eux, j'étais vraiment perdu. Est-ce que c'est à partir du moment où vous avez opéré cette rupture que vous avez pu développer votre créativité? Vous dites que vous êtes dans le milieu artistique. Oui. Oui, encore plus. C'est-à-dire que j'avais déjà démarré la créativité un peu plus tôt, mais avec beaucoup de doutes, parce que comme mes parents me disaient toujours que j'étais mauvais, que j'étais pas bon, parce que tout à coup ils n'appréciaient pas. Vous savez, quand vous prenez des cours de musique, et c'est grâce à une sœur en plus, c'est une bonne sœur en fait qui a tout fait pour me libérer de certaines choses justement. Oui, qui elle a vu les talents, toutes les ressources que vous aviez en vous. Voilà, exactement. C'est important, oui. C'est ce que vous disiez, Nicole Prieur. Il y a un salut parfois en dehors de la famille. Et est-ce que rompre avec sa famille peut être salutaire parfois? À un moment donné, il s'agit de rompre, si vous voulez, déjà sur le plan symbolique, pas forcément de ne plus les voir, mais sur le plan symbolique, c'est-à-dire admettre que finalement, ce n'est pas là, ce n'est pas avec notre famille qu'on va se réaliser. Et c'est admettre finalement qu'ils ne vont pas pouvoir nous apporter du tout ce dont on a besoin. Alors, il ne s'agit pas forcément de rompre ni géographiquement, ni ne pas les voir, mais vraiment se considérer, s'affilier finalement à des figures positives, s'affilier à des figures qui vont nous apporter réellement quelque chose. Et je pense qu'on va aller dans des structures aujourd'hui où on va trouver de plus en plus de choses en dehors de notre famille. Et c'est très bien finalement, pourquoi pas. Ce que vous avez fait, vous, Pascal, c'est-à-dire que vous vous êtes choisi des amis, une famille de cœur là qui vous reconnaît pour ce que vous êtes. Exactement, et qui arrive à reconnaître des qualités. En ce moment, je travaille pour une petite compagnie de théâtre. C'est plutôt une compagnie, dirais-je, d'amateurs, mais ce n'est pas très grave. Et puis j'ai travaillé avec des gens de la danse, et puis je travaille avec, je prépare un disque en ce moment, donc c'est pas mal quoi. Avec en effet, on est très loin de l'image de votre mère qui disait que vous n'étiez bon à rien là. Ah oui, qui me maltraitait. En plus, j'ai connu la maltraitance, ça me frappait. Mon père était absent. Comme il avait beaucoup de responsabilités, il était quand même entrepreneur, c'était quand même un patron, donc c'était un peu compliqué. Et puis en plus avec des sœurs jalouses, en plus on me montait contre mes sœurs, ou mes sœurs, on montait mes sœurs contre moi parce que je ne faisais pas comme mes parents voulaient, aussi bien sur le plan professionnel. Ils allaient presque se décider pour en fait, ils allaient choisir en fait ma vie. Qui vont peut-être toujours rêver, mais je ne voyais pas du tout la vie comme ça, et j'étais trop conscient de mes possibilités en fait, de mes potentiels dans certains domaines et non dans d'autres en fait. Écoutez, bravo et merci pour ce témoignage, parce que vous avez pu vous réaliser vous. Pourtant, je peux vous dire que ce n'est pas simple. C'était pas donné au départ, c'est ce qu'on a entendu, quand il y a de la maltraitance. Voilà, notamment. parce que je ne vois plus du tout ma famille, du tout. C'est quand même un lourd fardeau. J'ai vu quand même des psychologues, des psychiatres, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que j'avais tellement de ruptures dans ma vie, aussi bien professionnelle. J'ai travaillé pour des éditions de livres, justement. C'est pour ça que quand on parle de livres, pour moi, ça m'évoque plein de choses, bonnes et moins bonnes peut-être, mais
mais aussi l'art de vivre, c'est aussi la littérature, la musique, c'est beaucoup de choses. Oui, mais on voit à quel point cette extrême sensibilité que vous avez eue vous a permis comme ça d'être accessible au monde de l'art, qui n'est pas donné à tout le monde. Donc vous avez puisé aussi une force dans cette histoire pourtant au départ douloureuse. Merci beaucoup de ce témoignage, Pascal. Et je voulais vous dire merci pour votre émission que j'écoute depuis presque 3 ans. Merci. Depuis que j'ai déménagé à la campagne. Oui. C'est incroyable. On se sent moins seul avec la radio le soir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. La radio comme les livres sont de merveilleux compagnons. Au revoir Pascal, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup et puis transmettez tout le succès pour Madame Prieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal. Pour Nicole Prieur. Au revoir. Alors justement, Pascal nous disait qu'il a choisi une voie radicalement différente de celle que ses parents espéraient peut-être pour lui. Enfin, sa mère, malheureusement, n'avait pas beaucoup d'attentes par rapport à lui puisqu'elle le maltraitait. Justement, certains héritent parfois d'une entreprise, d'un patrimoine immobilier. Pensez-vous que ce soit un cadeau ou un fardeau par rapport à la loyauté dont vous parlez? Ce qui est important, je pense, dans un héritage, quel qu'il soit, c'est d'arriver à le transformer. De ne pas le sacraliser et de ne pas le préserver justement, j'allais dire comme une momie. Enfin, comme l'histoire d'une famille n'est intéressante que si elle se transforme d'une génération. Et si il est important de s'approprier suffisamment l'héritage pour le transformer, pour pouvoir à son tour transmettre à notre tour finalement à nos enfants, etc. L'important dans une famille, c'est de voir comment le temps ne cesse aussi de se transformer et ne cesse de passer du don du don au recevoir, du recevoir au transformer, etc. Donc il faut pouvoir continuer à mettre de la mobilité dans une histoire familiale. Oui, pour éviter aussi, vous avez dit à un moment que sinon tout ce qui n'a pas été réglé se transmette à l'autre génération. Même si... Je crois, à mon sens, on a pour préserver les générations suivantes, nos enfants, nos petits-enfants, je pense qu'il faut s'efforcer de solder le maximum nos comptes, j'ai envie de dire âge par âge et génération par génération. Car si nous ne soldons pas nos comptes, par exemple, nous, avec nos parents, on aura tendance à demander inconsciemment à nos enfants soit de venir réparer ce qu'on n'a pas eu, soit de demander à nos compagnons, à nos amis, à notre travail aussi. Et donc, on va transposer sur eux des attentes qu'ils ne peuvent pas réaliser, qu'ils ne peuvent pas satisfaire, et du coup, qui vont nous embourber tous. Donc, il est important, effectivement, pour préserver le temps à venir, il est important de solder nos comptes au fur et à mesure. Mais on peut en même temps, on ne soldera pas tous nos comptes. On peut de toutes les manières, même si on porte encore... On reste toujours débiteur. On reste toujours débiteur. Ouais. Alors un bon moyen peut-être de solder, d'essayer, de tenter de solder une partie de nos comptes, c'est de lire votre livre, Un petit règlement de compte en famille. Je vous le disais, donc paru chez Albin Michel. C'est passionnant parce que vous faites référence à des grandes figures mythiques. Vous donnez beaucoup d'exemples à travers les personnes que vous rencontrez, des cas cliniques. C'est clair, c'est limpide, c'est drôle aussi. On apprend beaucoup de choses. Et alors justement, vous avez aussi un site, je crois, Nicole Prieur, sur lesquels les auditeurs qui auraient envie peut-être de poursuivre cette conversation avec vous ce soir pourraient vous rejoindre. Votre site, on peut en parler? Oui, alors le nom c'est www.parole au pluriel de psy.com, parole de psy tout attaché.com. Alors il y a des articles, il y a certaines réflexions sur certains thèmes. Justement, je crois qu'il y a des articles sur la rivalité fraternelle et il y a une boîte aux lettres sur laquelle on peut me mettre des mails auxquels je réponds, quelquefois très vite, quelquefois un peu moins vite, mais je réponds toujours. Ah bah écoutez, c'est l'essentiel. Merci beaucoup en tout cas, Nicole Prieur, d'être venue nous voir ce soir en direct sur Europe 1. Merci à vous. Et d'avoir répondu à toutes les questions des auditeurs. Peut-être à une autre fois pour une émission où on parlera des enfants, ces petits philosophes, qui est le titre de votre dernier ouvrage. Merci beaucoup. Merci Caroline, merci. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1. L'heure de retrouver Annabelle Villemont pour les infos. Bonsoir Annabelle.